après cette grande expérience que vous avez eue de plus de 30 ans ici avec les Indiens dans la forêt, qu'est-ce qu'il reste de vos origines suisses? Il reste ma culture, il reste ce que j'ai appris quand j'étais enfant, mes valeurs suisses, il reste les bonnes choses que j'apprécie de mon pays. En fait, au long de cette trajectoire, j'ai passé par différents moments et en synthèse, j'ai essayé de garder la part de l'identité suisse que je trouvais importante en associant ceci aux choses importantes de la société qui m'a accueilli et aussi des connaissances indiennes. Je ne suis pas venu ici pour être un Indien de plus, je ne le serai jamais. Je suis venu ici pour qu'avec mes connaissances, avec mon savoir-faire, avec mon expérience, je puisse collaborer à une réalité qui est difficile, qui est conflictuelle, énormément conflictuelle, et où il faut des gens qui aient du bon sens, qui aient de la tranquillité, qui aient de la capacité d'organisation pour être alliés, pour être vraiment solidaires avec la cause des peuples indiens. Et quel est le message, ou plutôt l'alerte, que vous voudriez lancer aux gens qui se trouvent très loin de cette réalité? Alors, d'abord, moi, je m'importe énormément par la solidarité. Parce que ce qui se passe ici, ça a tout à voir avec ce qui se passe en Europe. Si cette forêt, par exemple, où nous sommes ici, elle est détruite, ça va avoir des effets terriblement impactants en Europe, sur toute la planète, dans le monde entier. Et comme ici, il y a des gens qui savent protéger cette forêt, soyons solidaires avec eux. Essayons de les comprendre, essayons de les aider, de les appuyer. Et ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Je ne parle pas de grands projets de la Banque mondiale ni du gouvernement brésilien. Je parle de ces petits projets qui aident les Indiens à s'organiser sur le terrain pour leur donner de la dignité, pour leur donner des instruments de lutte, pour faire en sorte qu'ils puissent se réunir, puis faire en sorte qu'ils puissent revendiquer leurs droits, connaître mieux les défis et s'y préparer. Alors, la première chose, c'est cette solidarité. Souvent, on dépense beaucoup d'argent pour n'importe quoi. Et malheureusement, pour travailler ici en Amazonie, n'importe quelle action, elle est assez chère parce que la logistique est chère, parce qu'il y a des déplacements qui sont longs, il y a des voyages en bateau, il y a parfois des voyages en avion. Ces déplacements sont extrêmement coûteux. Et il y a les personnes pour faire ce genre de travail qui sont aujourd'hui trop peu. Nous sommes trop peu pour faire ce genre d'activité. Et puis, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un certain profil. Et ces ressources humaines aussi coûtent un certain prix. Il faut payer les gens. Pour travailler dans des situations de haut risque, dans beaucoup de difficultés, loin de tout. Dans notre équipe de travail, nous avons plusieurs personnes qui passent plusieurs mois par année en forêt, loin de leur famille, parce qu'ils ont un idéal, parce qu'ils y ont cru, et puis ils essayent de vivre cette solidarité jusqu'au fond, jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des organisations mondiales ou plutôt suisses qui vous aident dans votre projet? Alors, nous avons un appui de Terre des Hommes suisses pour notre projet d'éducation. Nous avons un petit appui d'une association suisse qui est à Genève qui s'appelle AYA, une association d'appui, qui est un groupe de personnes qui s'est intéressé à la cause de la séquoia et surtout à la cause des Yanomami et qui essaye de nous donner de petits appuis. Et nous sommes en train de chercher de nouveaux appuis. Nous sommes en train de chercher pour structurer, pour mettre en place, pour continuer à lutter auprès des Yanomami, pour faire front à ces autres défis, que ce soit dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation en santé, dans le domaine du développement durable, ou même pour aider les Yanomami à s'organiser. Et là, nous sommes dans un moment difficile, mais avec beaucoup de courage de toute l'équipe, dans le sens de continuer, d'essayer de trouver de nouveaux partenariats pour ce travail auprès des Yanomami. Donc il faudrait lancer un cri d'alerte pour trouver encore des appuis plus importants. Tout à fait, c'est fondamental. Sans ça, notre travail il s'arrête. Et ça signifie, à l'heure actuelle, ça peut signifier beaucoup de choses pour les Yanomami. Pourquoi? Parce que
de toutes ces populations que nous touchons. Hein. Aujourd'hui, nous travaillons presque avec indirectement pratiquement 5 000 Yanomami. Cette population est encore pas assez prête pour lutter toute seule. Ils n'ont pas encore assez de connaissances de la réalité brésilienne. Certaines régions, ils ne parlent même pas le portugais, ils parlent seulement leur langue traditionnelle, qui est le chamatay. Et de fait, alors ce processus justement éducatif, de sensibilité, d'approche de la société brésilienne est fondamental. Et d'où le besoin de travail de ce genre. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'au présent et que vous allez faire, c'est fantastique pour ces Indiens-là qui vont aider. Et il faut vraiment trouver la base que vous puissiez continuer dans votre mission. Tout à fait. C'est une mission. Oui, c'est une mission. Merci beaucoup. De rien. La Sequoia travaille dans deux municipalités, la municipalité de Santa Isabel do Rio Negro et la municipalité de Barcela. Et nous travaillons sur 4 fleuves, le Rio Demini, Araka, Padawiri et le Rio Maraoya. Or, ceci touche une population directe de 3500 Yanomami. De plus, nous avons des appuis temporaires, ponctuels aux Yanomami qui se trouvent dans cette région de la municipalité de San Gabriel de la Cachoeira, qui se trouve plus au nord encore. Hein. Et dans l'état de l'Amazone, en tout, il y a environ 5 000 Yanomami. Et la frontière? Et la frontière, ici, elle délimite le territoire avec le Venezuela. Ici, le Brésil et le Venezuela. Et tout ceci est une région de montagne qui fait partie de la chaîne de la plus haute montagne du Brésil. Hein, ah oui? En fait, qui se trouve ici en haut, dans cette région, qui se trouve justement dans l'aire Yanomami, et qui s'appelle le Pico da Neblina, à 3114 mètres, je crois. Ces points jaunes, ce sont les villages dans lesquels on travaille, hein, le plus proche de la ville, Bichoaçu, et en remontant à beaucoup d'obstacles naturels, beaucoup de chutes d'eau, surtout en époque de sécheresse, comme maintenant. Là, il faut prendre en tout cas 2 jours de voyage pour arriver dans le premier village, dans le moyen cours du fleuve. Hein. Et après, plus on remonte, plus les difficultés sont grandes, que ce soit sur l'axe principal de la rivière, ou que ce soit dans les affluents. Et d'autres villages sont atteignables seulement à pied, à environ en tout cas un jour de marche dans l'intérieur des terres. Alors, la région la plus difficile d'accès, c'est cette région-ci, dans le Haut-Padawiri, où il y a environ 750 Yanomami, très isolés, où la grande majorité de la population ne parle pas portugais, ne parle que leur langue, le chamatay. Et c'est dans cette région où des groupes d'Indiens sont exploités, ici et ici en bas, dans l'exploitation de la piaçaba. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et les chercheurs d'or, les chercheurs d'or, ils se trouvent un peu plus au nord, dans cette région-là, dans l'état de la frontière de Roraima et de l'état de l'Amazonas, proche du Venezuela également. Alors ici nous avons le petit siège de la Sequoia, un point d'appui logistique. Hein. Donc c'est un territoire protégé, il faut avoir des permis pour entrer. Exactement. Et le contrôle, disons, du fleuve est fait par la FUNAI. C'est fait par la FUNAI. Il se trouve à... Alors, la FUNAI se trouve, ils ont un poste avancé ici. Ils ont un autre poste ici. Ils ont un autre poste ici. Donc là, si on n'a pas de permis, on ne peut pas rentrer.